On accueille Éric Zemmour En chanson. C'est gentil. Nicole Croisille, je n'ai pas dit mon dernier mot. Magnifique, je la connaissais pas, celle-là. Voilà. Vous n'êtes pas inspiré de Nicole Croisille pour le titre de votre livre? J'aime beaucoup Nicole Croisille en plus. Alors, Éric Zemmour, ancien candidat à l'élection présidentielle, 7,3 au soir du 10 avril. Vous dites en fait, quand on pénètre dans les coulisses de la campagne électorale avec votre livre, mais en fait, à la conclusion sur une anaphore, on dit un anaphore ou une anaphore? Une anaphore, je crois. Une anaphore. Je crois. Vous dites en fait que vous avez eu raison, mais que le peuple ne vous a pas compris, mais qu'un jour il le reconnaîtra. J'ai dit ça, moi? Oui, bah dans l'anaphore, oui. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Non. Je dis... Enfin, je dis que... Il se souviendra de ceux, il se souviendra. Voilà. Oui, bien sûr, mais vous Notamment savez... de vous. Oui, bien sûr, de nous, de moi et des autres, de ceux qui m'ont soutenu. C'est bien vous qui l'avez écrit, je me suis pas... Vous savez, moi, j'ai une grande différence avec la plupart des politiques, c'est que j'écris mes livres. Mais Voilà. vous J'ai commencé oubliez. d'abord par écrire. Mais vous les oubliez pas, non? Et je les oublie pas non plus. Non, c'était la brutalité de la formule que je ne reconnaissais pas complètement. Oui, bien sûr. Non, Vous mais l'écrivez pas comme ça, tel c'est moi quel. qui ai résumé votre Ah, pensée. d'accord. Non, alors, ce que je veux dire, effectivement, c'est que en politique, on peut avoir raison trop tôt. C'est même un grand tort, disait Edgar Faure. On peut, je ne me compare pas, mais regardez, en 1946, le général de Gaulle dit la 4e République ne peut pas fonctionner, elle ne peut pas résoudre les grands problèmes auxquels la France doit répondre. Le peuple lui dit, eh ben, au revoir. Et il attend 12 ans. Et en 58, on vient le chercher en lui disant, bah, en fait, tu avais raison. C'est tout ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire qu'il y a des Donc vous allez attendre 12 ans, là, politiques, maintenant historiques. Il y a une accélération de l'histoire, heureusement. Parce que moi, en lisant votre livre, je me suis demandé, est-ce qu'Éric Zemmour est redevenu un journaliste écrivain ou est-ce qu'il est encore un homme politique? Ce que j'ai voulu dans ce livre, c'est ce que j'écris, c'est-à-dire... ma position est un peu particulière, vous la définissez aussi bien que moi, c'est-à-dire que j'étais à la fois journaliste et politique. Après une présidentielle, il y a beaucoup de livres en général, soit de journalistes, soit de candidats. Moi, j'ai été les deux. Donc, effectivement, la particularité de ce livre, c'est que j'ai vu des choses qu'un journaliste ne verra jamais et je dis des choses qu'un politique ne dira jamais. Ça, si on peut résumer comme ça, on peut le dire ainsi. Mais ce que j'ai découvert, vous savez, c'est que je croyais, comme vous d'ailleurs, je l'avoue, et comme beaucoup de gens, qu'il y avait eu un avant et un après, que en fait, j'avais complètement changé de vie. En vérité, je me suis rendu compte, pendant la campagne et après la campagne, que je n'avais cessé finalement de mener le même combat, mais avec des armes différentes. J'avais commencé avec la presse écrite, le journalisme de presse écrite, après des livres, après la radio, la télévision. Vous voyez, à chaque fois, j'ajoutais des armes à mes bagages, mais toujours dans le même combat, parce que depuis, je peux dire à peu près 30 ans, j'ai une vue très nette de ce qui se passe en France et de ce qui va se passer et de ce que je crains par-dessus tout, la disparition de la France telle que nous la connaissons. La libanisation de la France, vous dites même. Absolument. La libanisation, vous savez ce que c'est. Oui, c'est avec vous vous différentes, souvenez, je sais pas si différentes communautés, Faut différentes peut-être ethnies. expliquer parce que... Oui, alors peut-être il faut Ça expliquer. remonte Non, mais en à- plus, vous avez raison. Parfois, j'emploie des expressions et je crois que tout le monde les connaît. Et après tout, il y a des jeunes générations qui n'ont pas connu ce qu'on a connu, nous, La guerre dans du les années Liban, 70. les Vous années avez tout à fait 80, raison. 70. Donc, résumons très vite. Le Liban est une création française. Il y a un grand pays qui s'appelle la Syrie et les Français, colonisateurs, coupent en deux le Liban avec une majorité chrétienne et la Syrie avec une majorité musulmane. Et il y a des musulmans au Liban, mais ils sont minoritaires. Et les chrétiens, en 1943, à la naissance du Liban, représentent entre 60 et 70%. Et puis petit à petit, au fil des années, je vous passe les histoires, la guerre des 6 jours, Septembre Noir, etc. Dans les années 70, le Liban bascule et devient à une majorité musulmane. Et là, il y a des affrontements, une guerre entre les milices chrétiennes et les milices musulmanes et palestino-musulmanes. Et c'est la guerre civile et c'est l'appauvrissement et c'est la tiers-mondisation. Le pays qu'on appelait dans notre enfance, vous vous en souvenez tout comme moi, la Suisse du Moyen-Orient. Aujourd'hui, il y a une diaspora chrétienne qui a fui le pays et le Liban s'enfonce dans la pauvreté, dans la violence, non plus dans la guerre civile qui est finie, mais dans la violence endémique, je dirais, et dans l'appauvrissement. Je vous entendais ici Parler d'inflation. parler de l'inflation et, vous l'avez très bien dit à un moment, la tiers-mondisation du pays. Moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant la campagne présidentielle, je n'ai cessé de dire le pays se tiers-mondise. Non seulement par sa population, qui s'africanise, mais en plus par le fait qu'on ne produit de moins en moins et que donc on s'appauvrit. Et ça veut dire quoi, la population qui s'africanise? Parce qu'il y a plus D'ailleurs, de... il y a un chiffre aujourd'hui, 10% de la population française
est immigrée, est étrangère. Voilà, c'est le chiffre de l'INSEE. Attendez. Étrangère. C'est pas pareil. Vous savez, Vous avez raison. si vous faites venir, je caricature exprès, si vous faites venir 100 millions d'Africains et que vous leur donnez à tous la nationalité française, vous aurez le même quota d'étrangers. En revanche, il y a d'autres chiffres beaucoup plus parlants. Aujourd'hui, les enfants entre 0 et 4 ans, étude de l'INSEE, 30% sont issus de l'immigration extra-européenne. Il y a une autre carte de France Stratégie, service associé au Premier ministre, hein, on ne peut plus officiel, qui a fait des cartes il y a à peu près un an et demi, et qui explique très bien comment les enfants de 0 à 18 ans, il y a dans d'innombrables quartiers en France, ils sont entre 70, 75%, 80% dans toutes les banlieues, etc., etc. Et même dans les villes où il y avait très peu d'immigrés, on était à 20%, comme Limoges, on est à 27%. Donc vous voyez la logique du grand remplacement, mais si vous me permettez, ça c'est une partie, vous m'avez arrêté là-dessus et Oui, pardon, je vous ai volontiers, non mais je vous ai volontiers répondu. Oui, parce qu'on Mais il y a parlera aussi, tout à l'heure de l'actualité. tout à fait d'accord, mais il y a l'appauvrissement économique. Oui. L'appauvrissement économique qui est dû au fait que on ne produit plus depuis 30 ans, on s'est désindustrialisé, et que quand on a fait campagne à la fin de cette campagne présidentielle, pour y revenir, sur le pouvoir d'achat, c'était, si vous voulez, il n'y a pas eu de discussion économique. On a fait une course démagogique à qui ferait le plus de chèques. Et vous le regrettez dans le livre. Ah oui, je le regrette parce que moi j'aurais aimé une discussion Surtout authentiquement qu'on économique. vous fait le procès pendant la campagne, vous le racontez dans le livre, que finalement, Zemmour, il est monomaniaque sur l'immigration, et sur le reste, en revanche, il n'a rien à dire, et notamment sur l'économie. Sur le pouvoir Et ça, d'achat. vous dites, en fait, alors c'est un peu aussi votre faute, vous n'avez pas réussi à démontrer que vous pouviez avoir des idées sur l'économie, le Alors, pouvoir d'achat. Je le dis dans le livre, vous avez vu dans le livre, honnêtement, Ouais. on peut tout me reprocher, mais je crois que j'ai été le plus honnête possible et j'essaie d'être le plus lucide possible, même à mon encontre. Donc oui, vous avez raison, je reconnais peut-être que je n'ai pas mis dans mes discours économiques la même passion que dans mon discours sur le grand remplacement. Mais après tout, c'est normal, ma priorité c'était cela, et moi, j'étais journaliste, écrivain, intellectuel engagé, mais je n'étais pas là pour gérer, vous comprenez? Je ne me serais pas engagé pour être un gestionnaire. Et il y a peut-être une autre explication, c'est que finalement, sur l'économie, ce que vous dites, je dis pas que c'est banal, mais d'autres candidats de droite, droite libérale, peuvent le dire, alors que sur le grand remplacement, l'immigration, vous êtes le seul à aller aussi loin dans la démonstration. Vous avez Donc là, on raison. vous écoute. Vous avez tout à fait raison. J'ai tenu volontairement un discours responsable et raisonnable de la droite classique sur l'économie. Mais ça ne veut pas Vous êtes dire... pour la réforme des retraites, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que Comme la c'était un droite. mauvais discours. Et ça ne veut pas dire que je n'en ai pas parlé. D'accord. Et j'ai fait, je le raconte, 7 discours sur l'économie. Mais là, les médias n'en ont jamais parlé. Mais justement, puisque vous parlez des médias, dans ce livre, vous dites j'ai peut-être un peu trop privilégié, parce que vous nous faites pénétrer les coulisses, hein, j'ai peut-être un peu trop privilégié les médias parisiens et j'ai oublié, ou je ne me suis pas assez tourné vers la presse quotidienne régionale, dire Oui. la France. Cette Oui, France oui, dont oui, vous parlez oui. beaucoup. Vous savez, j'avais un handicap. C'était que je n'étais pas un politique. C'était mon avantage, je n'étais pas un politique traditionnel, mais en même temps, c'était mon handicap. Les gens n'étaient pas habitués à me voir dans ce rôle. Donc, il a fallu que je fasse un gros travail pour me faire connaître en tant que candidat. Et je suis passé par les médias nationaux. Et c'est vrai que je n'ai pas assez, peut-être par manque de temps, peut-être par manque de compréhension des finesses de la presse locale, je le reconnais volontiers, moi qui suis un journaliste de la presse parisienne. Donc je n'ai pas assez utilisé la presse locale. Mais Ouais, un an mais- après, voilà. on a cette question qui croit encore en Zemmour, à part vous, à part lui? Qui croit encore en vous? Vous savez, il y a... Votre garde rapprochée, peut-être? Vous êtes gentil. Vous savez... Mais comment Attendez, je réponds. Oui. Il y a 2 500 000 personnes qui ont voté pour moi. À moi tout seul, j'ai fait plus que les candidats qui représentaient les 2 principaux partis de la Ve République. C'est pas ridicule. Vous voyez, à moi tout seul. Si vous additionnez Mme Pécresse et Mme Hidalgo, le LR et le PS, je fais plus. Maintenant, il y a, vous savez, je passe en France là depuis 15 jours, 3 semaines pour mon livre. Il y a Qui marche beaucoup très de bien, d'ailleurs. Merci. Il y a beaucoup de gens. C'est Il est pas un premier des compliment. ventes. On a regardé les ventes, c'est Bah, vrai très bien. que. Mais est pourquoi il plutôt marche très en bien tête, des vous devriez venir avec moi. Je vous assure, par exemple, hier, j'étais à Deauville en Normandie, j'étais à Orange avant. Ouais. Les gens, qu'est-ce qu'ils me disent et ils me disent, tenez bon, ne lâchez rien. Vous aurez, c'est vous qui avez raison. Mais il vous l'a Et le déjà Nicolas Sarkozy- pendant la campagne. Non, non, attends, Oui, mais bien sûr. Non, mais Nicolas Sarkozy vend beaucoup de livres et à chaque fois on lui dit formidable, il a essayé de revenir et ça n'a pas marché. Est-ce que vous êtes peut-être un champion des librairies mais peut-être pas un champion des urnes?
Eh ben, vous savez, c'est déjà pas mal d'être champion des librairies. Il y en a oui, qui c'est sont même sûr. pas. Ah non, Et il y en a vrai. qui sont même pas ni champion des librairies, ni champion des urnes. vrai. Mais Notamment beaucoup de responsables politiques. Mais vous savez, Nicolas Sarkozy, quand même, il a été président de la République. Oui. C'est pas rien quand même. Il a bien été sûr. élu une fois et quand il a été battu, honnêtement, il a fait quand même 48%. Je voulais parler de son retour. C'est quand même honorable, mais via j'ai la compris. Mais il y a une autre chose aussi, moi, qui m'a enfin pas choqué, mais qui m'a interpellé dans votre livre, parce que vous dites le clivage droite-gauche va revenir après Macron. Bon, donc vous dites il faut l'union de la droite. En tout cas l'union des électeurs de droite. Coalition, enfin, peu importe employer le mot qu'on Dans veut. le livre, vous passez votre temps à flinguer sur ceux qui pourraient être dans votre gouvernement. Robert Ménard, c'est le Judas de Béziers, la figure pure et parfaite du traître. Vous écrivez, c'est quand même très dur. Laurent Wauquiez, c'est à peine aimable. Marine Le Pen, n'en parlons pas. Donc, voilà, quelqu'un qui veut faire l'union de la droite et qui flingue tous ses petits camarades. D'abord, je ne flingue pas tous mes petits camarades, comme vous dites. Il n'y a rien de personnel, en vérité. C'est politique, on a le droit d'avoir des désaccords politiques. Vous savez, entre Mélenchon, les Verts de Jadot, les communistes, les socialistes, vous avez vu pendant la campagne, ils ne se sont pas ménagés et ils se sont alliés. La politique, c'est ça. Quand on était jeune, on parlait des années 70 tout à l'heure pour l'inflation, il y avait l'union de la gauche entre Georges Marchais et François Mitterrand. Et Mitterrand est arrivé au pouvoir grâce à ça. Exactement, en partie, parce que justement, ils se sont affrontés et l'électorat de gauche a privilégié celui qui était pour l'union. Je pense que l'électorat de droite doit faire la même chose aujourd'hui. C'est en tout cas le discours que je lui tiens. Je pense effectivement, j'ai bien compris, que ni Marine Le Pen, qui croit arriver toute seule par son génie, ni LR, qui essaye surtout de se sauver de la mort annoncée. Ils ont du mal d'ailleurs entre eux, là. Absolument. Ne veulent, tous les deux, de cette union, de cette coalition, appelez-la comme vous voulez. Moi, je pense que les électeurs qui se sentent de droite et qui veulent un rassemblement de droite pour sortir de cette impasse, parce que nous sommes dans une impasse. Pourquoi Macron a-t-il été réélu alors qu'il était très impopulaire? Parce qu'il avait en face de lui Marine Le Pen. Il n'aurait pas été élu avec s'il y avait en face de lui une coalition des droites. En tout cas, c'est ma conviction. Donc c'est ce que je dis aux électeurs qui en sont eux aussi beaucoup convaincus. Alors, la question a été posée à Marine Le Pen de la sortie de votre livre. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Voilà quelle était sa réponse. Sur BFM TV. En politique, il y a une règle qui est très claire. Lorsque vous écrivez un livre de règlement de compte, ça s'appelle un testament. C'est le testament d'Éric Zemmour pour vous. Ça veut dire qu'on part. Parce que sinon, on ne fait pas un livre de règlement de compte. On fait un livre pour proposer. C'est votre testament alors. Elle est vraiment obsédée. Vous auriez dû dire, en fait, c'est mon dernier mot. C'est son rêve. Elle est vraiment obsédée par ma mort, Marine Le Pen. Moi, vous savez, ce qui me hante, contrairement à elle, c'est la mort de la France. C'est ça ce qui me hante, moi. C'est pas ma mort. Aussi. Non, pas du tout. Je n'ai jamais, accordez-moi que j'explique longuement dans le livre, je n'ai jamais voulu sa mort politique. J'explique qu'on a été embarqué, à notre corps défendant sans doute, dans une primaire que les médias ont voulu appeler primaire d'extrême droite. J'explique même par la dévolution des médias qui nous ont mis le même journaliste sur les deux candidats. Ils n'auraient pu faire un autre choix. Bon. Maintenant, oui, j'assume, j'ai des désaccords fondamentaux avec Marine Le Pen. On le voit là sur l'économie. Je ne suis pas pour la retraite à 60 ans. On a un désaccord de fond. Je ne suis pas de gauche en économie, vous l'avez dit tout à l'heure. Je suis d'une droite classique. Bon, ça fait une différence majeure. Et en plus, elle a une stratégie qui s'appelle la dédiabolisation. Qu'est-ce que c'est la dédiabolisation? La dédiabolisation... Ça fonctionne d'ailleurs pour l'instant. Je ne crois pas, moi. Elle a 89 députés. Mais ce n'est pas la dédiabolisation. Vous n'en avez pas, vous, des députés non, mais à tout à l'Assemblée. fait. Voilà. Il y a là aussi un parti dont elle a hérité et qui existe depuis 50 ans. Elle l'a porté plus haut que son père. Voilà. Très bien. Mais qu'est-ce que c'est que la dédiabolisation? La dédiabolisation, c'est tout faire, quitte à renoncer à toutes ses convictions, à toutes ses idées, pour apparaître auprès des médias comme n'étant pas le diable. C'est ça, la dédiabolisation de Marine Le Pen. Moi, je préfère me battre pour convaincre les gens que mes idées ne sont pas le diable. Je ne veux pas renoncer à mes idées. C'est un choix fondamental. Et pour beaucoup de Français, vous êtes le diable. Pour beaucoup de médias. Donc les médias ont réussi à mettre ça dans la tête des gens. Que les médias, pas les Français. Ah oui, les Français, oui. Il y a des Français qui le croient, bien sûr, vous avez raison. Mais parce que les médias leur ont mis dans la tête. Vous savez, ce n'est pas moi le diable. C'est pour ça que vous m'avez dit pour Ménard. Pourquoi je tape Ménard? Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, j'estime qu'il m'a trahi puisqu'il avait tout fait pour que je sois candidat. Mais au-delà de notre cas personnel, c'est parce qu'il a
été utilisé par les médias, volontairement, de sa part, utilisant le sentiment, la personnalisation, la psychologie, en disant « Ah, Éric est mon ami, mais il est brutal, mais il ne comprend pas, mais moi j'ai un ami qui s'appelle Mohamed, etc. » En faisant passer l'individu, vous voyez, le sentiment individuel pour délégitimer une vision de la France. C'est ça que je lui reproche. Et ça, les médias le font tout le temps. Et c'est comme ça qu'ils m'ont combattu. Je pense, moi, que... Et les médias, mais qui vous ont aussi accueilli les bras ouverts, vous faisiez de l'audience, enfin, alors maintenant vous pouvez les critiquer, mais Non, les non, médias non, vous non, ont non. aidé aussi à vous faire Mais connaître. je- Vous êtes attendez. un homme médiatique, Éric Vous avez Zemmour. raison, vous avez raison. Je ne dis pas que les médias ne m'ont pas invité. Je rends même hommage au service public qui m'a beaucoup plus invité que TF1 et M6 qui, à mes yeux, Oui. ne font pas le boulot démocratique qu'ils devraient faire. Vous voyez, je suis... Oui. Alors que ce sont plutôt des adversaires politiques, le service public. Donc je suis Et honnête. vous êtes d'ailleurs assez critique sur l'interview du journaliste De Gilles TF1. Boulot, sur TF1. Mais c'est sûr... Bon, bref. Mais tiens, Donc, puisqu'on non, mais, parle des médias- donc je ne dis pas qu'ils ne m'invitent pas. Mais je ne suis pas tout le temps à la télévision. Il y a, par ailleurs, une espèce d'effet de sidération et puis des techniques de diabolisation que je décris dans le livre, que les gens pourront lire, qui prouvent la volonté de nuire. Alors, les médias, il y a aussi la presse people. Et vous réglez vos comptes, notamment avec Paris Match, avec d'autres titres, concernant votre vie privée. Pourtant, votre vie privée, vous en aviez parlé sur BFM TV avec Bruce Toussaint. Qui est Sarah Knafo? Ma collaboratrice, ma compagne, il n'y aurait pas eu de campagne sans Sarah Knafo. Votre compagne. Mhm. Mais on s'arrêtera là. Elle est toujours. Elle est toujours. Et je maintiens qu'il n'y aurait pas eu de campagne sans elle. Mais vous savez, c'est la seule fois où j'ai évoqué ainsi ma vie privée. Pour le reste, je n'en ai jamais parlé, donc je ne souhaite pas du tout en parler. Dans le livre, vous en parlez. Non, je parle de ce qu'elle a fait dans la campagne. Eh oui, mais justement- vous reprochez à la presse people d'avoir dit que votre compagne était enceinte. Ah, oui, je reproche à la presse people, elle ne l'était pas à l'époque. Elle- Je reproche. vous dites Je qu'elle reproche. l'était Non, mais pas à attendez. l'époque. Elle l'est maintenant. Elle n'était pas à l'époque. Je dis, je n'en parle pas. Non, mais elle l'est Point. maintenant, alors. Je Vous parlais dites d'à qu'elle n'était l'époque. pas à l'époque. Allez, je l'étais pas. Donc elle l'est aujourd'hui. Je n'en parle pas, j'ai dit. Donc voilà. Je Alors, mais dis, par je contre, permettez- parle de. Non, je ne permets pas. Je Non, dis mais Parce simplement. qu'elle ne veut pas qu'on en parle aussi, peut-être. Ben oui, évidemment. Donc je parle d'elle en tant que, si vous voulez, responsable de la campagne, responsable majeur de cette campagne. Mais- donc c'est tout. Mais Pour attendez, le moi, reste, je n'en parle pas. Bien sûr, mais je vais insister quand même, et je reviens à la politique, et vous dites la campagne n'aurait pas existé sans elle. Comme c'est le temps des livres, j'ai lu aussi ce qu'avait écrit Jérôme Rivière, l'ancien député qui est vous avez de la rejoint. Côte d'Azur, qui vous avait rejoint, Jacqueline Moureau, l'ancienne gilet jaune, qui va sortir aussi un livre et qui vous avait rejoint. Voilà ce qu'ils disent. Jacqueline Moureau, pas une virgule, pas un mot, pas une décision n'échappe à la science infuse de la campagne d'Éric Zemmour. Son omniprésence et sa mainmise sur tout auront été le problème majeur de la campagne électorale. Ça, c'est Jacqueline Moureau. Jérôme Rivière, il vous décrit comme un homme faible, sous influence. Il met en cause d'ailleurs votre compagne, Sarah Knafo, dans l'élaboration de la stratégie, en disant de toute façon, il ne peut rien faire si elle lui dit pas « vas-y Éric ». Il dit ce constat, je l'ai fait, mais Philippe de Villiers l'a fait, Jacqueline Moureau, Jean Messia, Gilbert Collard. Éric ne se sent responsable de rien, il n'est qu'une coquille vide. Vous êtes un homme faible, sous influence, coquille vide, c'est Sarah Knafo qui décide de tout. Alors, Votre réponse. Votre réponse. Ma Éric réponse. Zemmour. D'abord, la première, ça m'amuse beaucoup. Souvenez-vous, au début de la campagne, j'étais un monstre misogyne, C'est vrai. macho, qui méprisait les femmes et leur intelligence. Et 6 mois après, je suis un homme faible qui est une marionnette dans les mains d'une jeune femme de moins de 30 ans. Je laisse les gens à leurs contradictions. Deuxièmement, vous savez, j'ai été journaliste politique, vous le rappeliez tout à l'heure. Et j'ai lu la même chose, mais exactement la même chose, sur Jacques Chirac, qui était le jouet de Marie-France Garot, puis de Pierre Juillet, puis d'Alain Juppé, puis d'Édouard Balladur. Vous vous souvenez? Je vais vous dire. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai comprise et que je ne savais pas quand j'étais journaliste. En vérité, il y a des gens qui veulent avoir accès, tout le monde veut avoir accès aux candidats. D'accord? Parce qu'ils veulent se faire mousser. Les uns sont bons et apportent quelque chose, et la plupart n'apportent rien. C'est le cas des gens que vous avez cités. Ils n'ont rien apporté, ces gens. Rien. Gilbert Collard non plus. Je passe. Et puis,
Simplement, le candidat, lui, ne veut pas voir tout le monde. D'abord parce qu'il ne le peut pas. Et deuxièmement, parce qu'il a beaucoup de travail. J'ai les émissions à préparer, les meetings, les discours à écrire, etc. etc. Donc, vous avez besoin de quelqu'un de confiance. Exactement. Et qui dit non. D'accord. Là, il ne le verra pas. Là, parce que c'est moi. Donc c'est quoi? C'est des gens aigris? Mais bien sûr. Vous savez, tous ces gens que vous avez cités, la veille du premier tour, ils tressaient mes louanges. Qu'est-ce qu'ils me reprochent? Ils me reprochent d'avoir perdu. Oui. Vous savez, j'ai pris la Bilan. comparaison avec Jacques Chirac tout à l'heure. Ouais. Souvenez-vous de Chirac après 88. Il était bon à jeter aux chiens. Voilà, c'est tout. Peut-être que vous manquez de lucidité sur une personne qui vous est proche aussi, et vous savez, reconnaître un certain nombre Vous de choses. savez, la politique, Et dans ces et cas-là, surtout, c'est l'extérieur qui vous le dit. la politique et surtout la présidentielle, c'est un monde darwinien. C'est-à-dire que les meilleurs se révèlent et les autres, tombent d'eux-mêmes. Vous voyez, comme des fruits mûrs qui ne servent à rien et qui tombent dans le sable. Il y a des gens qui se révèlent. Les gens qui sont autour de moi actuellement, Guillaume Pelletier, Marion Maréchal, Nicolas B, Stanislas Rigaud. Et puis, il y a les autres qui écrivent des livres pour me taper dessus parce qu'ils n'ont servi à rien. Allez, après votre livre, on va passer à l'actualité dans un instant et ce sera sous forme de débat avec deux visions radicalement opposées entre vous et Alain Duhamel. Éric Zemmour est avec nous. Voilà, je n'ai pas dit mon dernier mot aux éditions Rubempré, Presse, c'est la maison d'édition que vous aviez fondée, d'ailleurs vous avez créé. Éric, on a parlé du livre, c'est l'heure de parler de l'actualité avec Alain Duhamel, c'est le Face à Duhamel. Bonsoir Alain. Bonsoir. Vous allez Bonsoir. donc discuter, débattre tous les deux de l'actualité du moment durant une demi-heure jusqu'à la fin de BFM Story. On a l'une des images de la journée, c'est le retour du président de la République aujourd'hui auprès des Français. Enfin, sur le terrain, il est sorti de l'Élysée pour parler de l'enjeu de l'eau dans les années à venir. Alors Emmanuel Macron est arrivé hélicoptère. Ensuite, il y avait un grand convoi digne du président américain Joe Biden avec plusieurs véhicules. Une contestation qui était tenue à distance pour un président qui veut écouter, peut-être retisser le lien, essayer de faire de la politique autrement avec une nouvelle majorité. C'est compliqué, là, ce qui se passe en ce moment. Ça pouvait pas être simple. Je veux dire, il était effectivement temps qu'il retourne en province, qu'il ne soit pas simplement soit à l'Élysée et dans des circonstances officielles, soit à l'étranger pour des voyages qui étaient d'ailleurs utiles, mais qui n'étaient pas très proches des gens. Donc il fallait évidemment qu'il revienne. Est-ce que ça pouvait bien se passer ? S'il était au contact, on sait très bien qu'il allait se faire totalement insulter. Alors, si c'était pour se faire insulter, demain, on ne dirait que les Français n'acceptent même plus de parler avec lui. Donc ça ne pouvait pas marcher. Donc, il y avait forcément une distance. Est-ce que, du coup, ça rend inefficace ? Je pense que ce qui est le plus vrai dans ce qu'il a fait aujourd'hui, ça n'est pas le contact avec les Français qui n'a pas eu lieu, mais c'est le fait qu'on voit très bien que maintenant, il essaye d'enjamber la période actuelle, de se projeter et donc de trouver de nouveaux angles. Parmi ces nouveaux angles, il y a l'écologie, évidemment, et au cœur de l'écologie, il y a la question de l'eau, qui est une vraie question que les Français ont parfaitement compris, dont ils ont subi d'ailleurs les conséquences l'année dernière. Ils le savent très bien, ils savent que ça, ce sont des questions. Alors c'est à la fois plus proche d'eux et en même temps, ce sont des thèmes différents. Bon, est-ce que ça va bouleverser les choses ? Disons qu'il faudra quelques mois, en tout cas. Éric Zemmour. Oui, on voit bien là, on voit bien l'analyse. Je ne suis pas en désaccord avec l'analyse que fait Alain Duhamel. Emmanuel Macron, il peut repartir. Son quinquennat n'est pas terminé. Il peut enjamber la réforme des retraites, même s'il y a une contestation. J'ai toujours connu cela. Il a été élu il y a 1 an. Le problème, c'est que, vous savez, il paye sans doute 2 choses. La première, c'est qu'il paye d'avoir voulu, et d'avoir réussi d'ailleurs, à mon grand dame, échapper à la campagne présidentielle. Finalement, la campagne a été court-circuitée par la guerre en Ukraine et Emmanuel Macron en a bénéficié. Mais sauf que les questions n'ont pas été posées et qu'il n'a pas pu y répondre, il n'a pas pu trancher. Et on n'a pas pu choisir de vraies réponses. Et le débat au second tour était tronqué, 1. Et 2... Il était tronqué, il était inégal, disons. Exactement. 2, avec cette réforme des retraites, il a pris des mesures qu'il avait contestées pendant tout son premier quinquennat, en les critiquant et en cherchant des solutions mirobolantes de permis à points ou de retraite à points, etc. Et qu'ensuite, en plus,
il vient devant les Français en disant « Bon, bah, très bien, il faut sauver le système de répartition. Pourquoi pas? Il faut faire des économies. Il était temps. » Mais en même temps, il passe ses journées à dilapider son argent. Vous dites que ces voyages à l'étranger sont utiles. Moi, je vois surtout qu'ils sont dispendieux. Il va en Afrique, il dépense des milliards pour rien, pour le métro marocain, pour l'écologie africaine. Il va en Ukraine, il dépense de l'argent. Je veux dire, on ne peut pas dépenser des milliards toutes les semaines et venir dire aux Français, bon ben, vous allez bosser 2 ans de plus parce qu'il faut économiser 15 milliards ou 17 milliards ou que sais-je. Alors, 2 choses. En ce qui concerne l'argent dépensé en allant en Afrique, etc., franchement, je trouve que c'est trop facile. Si on veut... le faisons pas si c'est trop facile. Si on veut que la France continue à avoir un rôle, un rôle en dehors des frontières de l'Hexagone, il faut bien aussi prendre un certain nombre d'initiatives. Mais en revanche, je voudrais revenir sur le premier point. Le premier point, c'est... est-ce qu'il peut rebondir? Moi, je dirais qu'il ne peut rebondir que s'il maintient sa réforme jusqu'au bout. S'il ne maintient pas sa réforme, politiquement, il est neutralisé. Il est auto-neutralisé. Vous êtes d'accord avec ça, Eric Zemmour? Mais je Allez-y, finissez. On n'avait pas fini. parce que c'est temps de parole égale. Hein, je n'ai rien dit. Il faut y changer, c'est pour ça. Ça n'est pas de votre faute. Bon, merci. Mais en revanche, sur l'histoire de la campagne présidentielle, oui, il n'y a pas eu de campagne présidentielle. Je suis d'accord. Ça, il y a aucun... En tout cas, à la fin de la campagne présidentielle, a été court-circuitée. Oui, et puis l'entre-deux tours, etc. Et puis on se rappelle très bien la très longue conférence de presse de plus de 2 heures dans laquelle il a exposé son programme. Il y avait plein de choses dans son programme. Fait, dont la retraite à 65 ans, d'ailleurs. On a retenu que la retraite à 65 ans. Et disons que c'était pas la meilleure qualité. Il est passé parce qu'il n'avait pas d'adversaire. Mais il est bunkérisé maintenant, Emmanuel Macron. Il est passé, j'espère qu'Éric Zemmour ne prendra pas ça pour une attaque personnelle, il est passé parce qu'il n'avait pas d'adversaire à sa hauteur, tout bêtement. Au second tour, c'est sûr. Et que ses adversaires étaient en plus de contradiction les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de coalition contre lui. Il y avait contre lui des attaques dispersées. Mais Alain Éric, on est 1 an après l'élection présidentielle. Et là, maintenant, on a un président qui est bunkérisé, c'est ça, aujourd'hui, qui est coupé des Français avec la retraite. Parce que moi, je voudrais répondre à ce qu'a dit Alain, parce que là, vous allez trop vite en besogne. Je ne l'ai pas interrompu, mais bon. Désolé. Alors, on est d'accord sur la campagne présidentielle. 2, sur l'Afrique prendre des initiatives. Oui, il faut prendre des initiatives, mais là, pour l'instant, on est complètement en défensive. Et moi, je dirais, il y a quelque chose qui me frappe sur l'Afrique, si vous me permettez. Attendez, il y a quelque chose qui me frappe sur l'Afrique. Si vous voulez, j'ai le sentiment et j'ai l'impression que, en vérité, les dirigeants africains et la jeunesse africaine, dont on parle sans cesse, ne veulent plus de la France. Je ne dis pas qu'ils ne veulent plus de la colonisation ou de la post-colonisation, parce que je vois qu'ils se jettent dans les bras des Russes et des Chinois qui seront des puissances coloniales bien supérieures et bien plus cruelles, si j'ose dire, que les Français. En revanche, ils ne veulent plus des Français. Moi, j'y vois une occasion de discuter franchement avec les dirigeants africains et les peuples africains. Les Africains veulent s'émanciper de la France. Nous devons, nous émanciper de l'Afrique. Nous ne sommes pas un pays africain. Et nous sommes un pays européen et nous devons cesser d'être le récipiendaire de l'excès démographique de l'Afrique. Et je pense qu'il y a vraiment une discussion de fond à avoir avec les dirigeants africains pour que, par exemple, les Maliens nous reprennent leurs ressortissants illégaux ou même légaux qui ne travaillent pas. Je veux dire, il y a une vraie discussion de fond à avoir avec ces gens, que ce soit les Algériens, les Marocains ou les Maliens. C'est ce qu'on appelle, c'est une tradition française qu'on appelle le quartierisme. Absolument. Qui est on s'occupe de nous, on s'occupe pas des autres. Qui est en ce moment un rejet de la France, c'est un fait, que ce soit au bénéfice des Russes pour l'instant, des Chinois par la suite, c'est un fait aussi. Mais l'idée, alors c'est là où c'est complètement illusoire ce que vous dites, l'idée selon laquelle, vous ne savez pas ce que je veux dire, l'idée selon laquelle on pourrait discuter avec des dirigeants et avec les peuples, on ne peut pas discuter avec les peuples dans un pays étranger, et avec les dirigeants, vous êtes les premiers à dire que 3 sur 4 sont des putschistes ou des gens dont on ne sait pas. Mais moi je m'en moque, je reconnais la légitimité. Oui, d'accord. Mais c'était, je crois, important. C'est important. Mais et alors, il n'a pas beaucoup parlé de l'Afrique pendant sa campagne. Mais c'est pas vrai. Ce qui se passe en France aujourd'hui, la préoccupation des Français notamment, c'est les scènes de violence que l'on voit dans nos rues lorsqu'il y a des manifestations. Alors ça s'était bien passé au début, en ce moment c'est plus compliqué. Et Sainte-Soline, les images ont beaucoup frappé cette violence de part et d'autre, disent certains, uniquement du côté des manifestants. Alain Duhamel, comment on en sort ?
on est dans une phase qui est à la fois classique et très dangereuse. Elle est classique parce qu'on sait très bien que quand il y a sur un sujet qui concerne directement les Français, comme les retraites, toute une série de manifestations, il y a un moment où on passe d'une phase à une autre, où plus le compromis s'éloigne et plus la radicalisation s'impose. Et on est dans la phase évidente de radicalisation. Elle est dangereuse parce que, effectivement, les manifestations encadrées par les syndicats se passaient bien. Et aujourd'hui, on voit bien que la frange radicale est en train de prendre une importance à la fois délibérée. C'est peut-être un dernier combat, c'est peut-être un combat de désespoir, je n'en sais rien. C'est extrêmement dangereux et ça n'est pas la première fois qu'il y a des violences à la fin. Ça n'est pas la première fois qu'il y a quelques milliers d'extrémistes. Éric Zemmour, comme moi, et comme vous d'ailleurs, on a connu ça à maintes reprises. Disons que là, les formes de violence sont quand même spectaculaires. Et puis qu'il y a une grande différence par rapport à ce qui se passait dans ces cas-là auparavant. C'est qu'auparavant, il y avait des violences, il y avait des manifestations, il y avait de la radicalisation. Et puis le soir, dans le 20h, il y avait 10 minutes d'image. Là, c'est 24 heures sur 24. On voit en permanence tout ce qui se passe, tout le temps. D'une certaine manière, ça grossit aussi l'importance de ce qui se produit et c'est de ce fait infiniment plus difficile à gérer. Alors, je suis content que vous finissiez là-dessus, parce que si je puis me permettre, je vais récupérer cette phrase et continuer la conversation là-dessus. Vous dites très pertinemment, ça passe les chaînes d'infos, sur les chaînes d'infos, en permanence, BFM et les autres, CNews, et les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux. Oui, et moi, important. je me suis amusé à regarder, parlons de BFM, vos bandeaux sur les violences à Sainte-Soline et ailleurs. Franchement, j'aimerais savoir quels auraient été vos bandeaux s'il y avait eu des violences, disons, venues de générations identitaires qui, je le rappelle, ont été dissous par le ministre de l'Intérieur uniquement parce qu'ils avaient sorti une banderole à une frontière entre la France et l'Italie. J'imagine vos bandeaux. Là, je tiens à vous... Je vais vous dire. Vos bandeaux étaient d'un attendrissement coupable. C'est-à-dire que vous êtes fasciné par la violence d'extrême gauche parce qu'on a l'impression que la cause qu'ils poursuivent, en l'occurrence l'écologie, sanctifie toute leur violence. Regardez vos bandeaux, regardez de nouveau, vous verrez. Regardez de nouveau, oui. Police et autres. Regardez de nouveau vos bandeaux, regardez les invités que vous avez, les gens de la Ligue des droits de l'homme, etc., qui passent leur temps. On reçoit tout le monde. Oui, attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je continue. Deuxièmement, il y a une tradition que Alain Duhamel connaît aussi bien que moi. Une tradition qui remonte sans doute à la Révolution française, de la violence liée à la Révolution, liée à l'extrême gauche, qui connaît par périodes régulières et récurrentes des flambées. On a connu le terrorisme des années 70, la bande à Bader et les brigades rouges italiennes. Et Action directe en France. Aujourd'hui, je pense qu'il y a ce renouveau de la violence qui est fondé sur, en particulier, l'écologie. Je rappelle qu'il y a derrière LFI qui pousse sur cette violence. Je vous donne un seul exemple. Il y a un intellectuel suédois, Andreas Malm, qui fait l'éloge de la violence, qui dit que pour l'instant, il faut s'en tenir à la violence matérielle, mais qu'un jour, si les esprits sont mûrs, on pourra passer à la violence sur les êtres humains. Et qui a reçu récemment une chaire de géographie à l'Institut La Boétie, l'Institut de Jean-Luc Mélenchon. Ce monsieur, ce Suédois, explique qu'il faut en gros la violence radicale et qu'il y a d'ailleurs des modérés pour aider et pour faire passer les idées de la violence radicale. Un mot. Justement, un mot pour annoncer quelque chose à vos téléspectateurs et à Alain Duhamel et à vous. Mon parti Reconquête organise la semaine prochaine un colloque sur justement cette violence d'extrême gauche où nous pourrons analyser
l'histoire. J'aurai moi-même une conversation avec le grand historien Patrick Guénifet, et où nous allons voir les méthodes nouvelles et comment affronter cette violence. Voilà. Mais simplement, sur BFM TV, vous ne pouvez pas nous reprocher de recevoir le président de la Ligue des droits de l'homme. Alors peut-être que sur d'autres chaînes info, il n'est pas invité, mais nous, on reçoit tout le monde. Je vous reproche rien. On reçoit tout le monde, et c'est bien la première fois qu'on nous trouve complaisants avec l'ultra-violence. J'ai jamais dit, j'ai dit, regardez vos bandeaux, regardez vos bandeaux. Et imaginez si la même violence, parce qu'elle est inouïe, venait d'un autre bord politique. Est-ce qu'il y a une complaisance vis-à-vis de cette ultra-violence? Alors, en ce qui concerne BFM, franchement, je ne l'ai pas reconnu. Je dirais même que c'était un peu l'inverse. Mais oui, à chaque fois que on sait très bien... Parce que vous ne mettez pas dans la situation dans laquelle je vous dis. Imaginez la violence venant d'un autre bord, Alain Duhamel. Attendez. Et vous auriez vu les bandeaux. Alors, un point. Il y a aussi de la violence d'extrême droite qui existe, mais elle n'est pas comparable aujourd'hui en intensité. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais si vous remontez aussi février 34, oui. Mais non, mais je peux remonter où on veut, vous le savez très bien. Mais il y a de la violence d'extrême droite à Lyon, il y a de la violence d'extrême droite à Bordeaux. Moi, j'ai vu la violence d'extrême gauche à Lyon, par exemple. Alors, comment on en sort? C'est ça la question. Est-ce que Elisabeth Borne, c'est le fusible à faire sauter tout de suite? Alors, je ne dirais pas qu'elle est l'anti-violence ou qu'elle est celle par qui la violence arrive. Je crois que, franchement, ce n'est pas ça qui est essentiel. Ce qui est dangereux dans cette phase, mais moi, j'étais sûr, d'ailleurs, je vous l'ai dit, je ne sais pas combien de fois que ça allait se produire, c'est qu'on va avoir plusieurs semaines, peut-être 3 semaines, peut-être 1 mois, pendant lesquels le risque d'une violence qui, effectivement, est objectivement une violence d'extrême gauche. C'est les Black Blocs, ceux qui sont fichés S, etc. Que je subis moi-même régulièrement. Que mes militants subissent régulièrement. Non, mais parce qu'il faut le dire, quand même. Non, mais il y a une violence d'extrême gauche. Bon, est-ce qu'elle est ingérable? J'espère bien. Comment on y met fin, alors? C'est ça la question que se pose... Venez à mon colloque la semaine prochaine, vous aurez des solutions. Attendez, comment on y met fin? D'abord, on peut espérer que... Plus de fermeté? Non, pas plus de fermeté. Mais si, mais bien sûr que si. La fermeté, franchement, la fermeté gouvernementale... La question est de savoir si elle s'exerce toujours avec retenue ou si. On est trop ferme. Non, mais c'est un sujet. Je veux dire, on peut vraiment pas dire que Darmanin soit mou. Attendez, c'est moi qui réponds là. Oui. Bon, on peut pas dire que Darmanin soit mou. Je n'ai pas de passion pour lui, mais franchement, il fait son travail. On peut pas dire que on ne mobilise pas les forces qu'il faut mobiliser. D'ailleurs, je trouve que pour la dernière grande manifestation à Paris, pour laquelle on pensait avoir d'énormes risques, ça s'est finalement bien passé parce que ça a été bien mené. Donc on ne peut pas dire que le gouvernement ne fait pas son travail dans ce domaine. Maintenant, il y a un élément que je n'ignore pas et qui peut se produire à n'importe quel moment, qui est que dans une circonstance où la violence, même si elle est le fait de petites marginalités, mais il y a des moments où la violence peut mal tourner et où on peut se retrouver avec, ça s'est produit souvent sous la République, sous notre République, nos républiques, où on se retrouve avec, mettons, 10 morts. Il y a 2 manifestants en commun. Non, mais je le sais bien. Et par principe, tout blessé est quelqu'un pour qui on doit avoir de la compassion, et tout mort, quelqu'un qu'on doit regretter, quelle que soit son étiquette. Je suis d'accord avec Alain Duhamel sur la fin de la phrase, évidemment. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vous dites qu'il faut être plus ferme. Attendez, je suis d'accord. D'abord, je tiens à préciser, je suis évidemment d'accord avec vous. Toute vie humaine est éminemment fragile et respectable. Et évidemment qu'on doit tout faire. Tout à fait d'accord. Non, mais il faut exactement. Donc ça, il faut quand même qu'on se met évidemment d'accord là-dessus. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Alain Duhamel. Je ne trouve pas que le ministre de l'Intérieur fasse bien son travail. J'ai souvenir des échauffourées du Stade de France en juin dernier. C'est pas ça dont on parle. Attendez, non, mais moi, je vois... Il est ministre de l'Intérieur. C'est toujours le même ministre de l'Intérieur. Donc, il a été catastrophique et en plus menteur. Je pense qu'aujourd'hui... Tous les spécialistes vous disent que ces Black Blocs, on les connaît, on a leurs noms, ils sont 1 millier, 2 milliers au maximum, on a leurs noms et leurs adresses et on ne fait rien contre eux. Je vous répète, s'ils étaient d'un autre bord politique, vous auriez vu les mesures qu'on aurait prises. Je pense que le gouvernement n'est pas assez ferme, je pense qu'on est hanté par le syndrome Malik Oussekine et qu'il y a des ordres
donner à la police de laisser faire. Oui, de laisser faire. J'ai discuté avec beaucoup de policiers. Ils me disent, c'est la même chose pour cela, comme pour les banlieues, comme pour beaucoup d'autres sujets. Ils ont des consignes de retenue. Et ce qu'ils font, qu'ils sont attaqués sans cesse. Ça veut dire quoi, s'il n'y a pas les consignes de retenue, que doivent-ils faire alors? Mais parce que il faut réprimer beaucoup plus sévèrement. Comment? Vous savez, dans d'autres pays... Donc, ils sont pas assez durs. Mais je vais vous dire, dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Il y a une raison, non? Simplement parce que ces gens-là ont peur de la police. Il y a d'autres pays où on tire à balles réelles sur les manifestants aussi. Il n'y a pas beaucoup de pays où on tire à balles réelles, vous savez, aujourd'hui. Mais oui, d'accord, mais on n'est pas l'Iran, hein, grâce à Dieu. Donc vous réclamez pas, je parle dans les pays démocratiques, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. Je peux me mêler à votre trio pour transformer... Ah non, je vous ai laissé... Alain, vous exagérez, je vous ai laissé parler longuement. Donc j'ai le droit d'intervenir et de dire mon désaccord avec vous. Mais ça n'est pas à vous que je m'adresse. Ah bon. Dans le trio, il y a Zemmour. Forcément. Bon, je crois d'une part que alors, si on revient au Stade de France, je suis content. Non, je voulais montrer, voilà, mais dans la continuité. Plus, si on revient au Stade de France, je suis complètement d'accord sur le fait que ça a été un échec honteux. Donc, sur ce point... les Anglais à tort, semble-t-il. En plus. Oui, non, mais c'était honteux. C'est ce que j'ai dit, en plus, il était menteur. Ça a été honteux, je ne peux pas dire plus. Hein. C'était... Bon, aujourd'hui... Dans cette phase-là, sur la question de la réforme des retraites, je trouve que le gouvernement fait preuve, en tout cas, d'autorité, que les instructions qui sont données, je les trouve, contrairement à vous, je les trouve proportionnées. L'idée qu'on retienne, qu'on donne des instructions aux gendarmes, aux CRS, aux policiers, etc., franchement, je n'y crois pas. Je trouve que... vous avez tort de pas croire. Non, mais quand on regarde les images, on voit bien qu'il n'y a pas des poules mouillées d'un côté et des fous d'un autre. Je ne les ai jamais traités de poules mouillées. Pardon, messieurs, mais les Insoumis, eux, disent il y a des violences policières, elles sont même systémiques. Jean-Luc Mélenchon le dit, les Insoumis le disent. Il y a un problème avec notre police. Alors, puisqu'on parle de système, on parle de système et de principe. Non, mais il n'y a pas... Attendez, d'accord, mais je on ne peut pas revenir chaque fois, il faut avancer. Attendez, il n'y a pas... Je n'avais pas fini. Oui, mais alors on me pose une question. Non, mais oui, mais partons sur les Insoumis. Les Insoumis qui dénoncent les violences policières. Ce que je voulais dire, c'est que contrairement à ce que dit Éric Zemmour, ce qu'on voit dans la presse internationale, c'est que la police française, les gendarmes français ne sont pas trop mous, mais ils considèrent qu'ils sont plutôt trop durs par rapport à leurs expériences à eux dans leur pays. Donc on ne peut pas parler de faiblesse. Excusez-moi, la presse internationale et j'explique les mécanismes médiatique dans mon livre, la presse internationale est dirigée, entre guillemets, symboliquement par la grande presse de gauche, et en particulier la grande presse de gauche américaine. Et c'est elle qui donne le là sur tous les sujets. Donc là-dessus, évidemment qu'elle ne va pas nous tresser des louanges. Maintenant, je veux répondre... Sur les Insoumis, la violence policière exactement. Sur je tiens à dire, notamment. Puisque M. Mélenchon se place sur le plan des principes, que sur le plan des principes, le mot violence policière est un oxymore. Il ne peut pas y avoir de violence policière car la police et donc l'État a le monopole de la violence légitime. On sait ça depuis Max Weber. Et donc, il ne peut pas y avoir. Et ce que fait M. Mélenchon, et ça fait des années qu'il le fait, c'est très grave, car il délégitime la police et donc l'État. C'est exactement la même méthode qu'utilisent les voyous en banlieue et qu'utilisent les black box dans les manifestations. Ils ne reconnaissent plus la légitimité de l'État et ils veulent abattre l'État. Et c'est ça leur méthode et c'est ça leur objectif. Et Mélenchon prête la main à cela, en utilisant cette expression de violence policière. Et d'ailleurs, quand il dit la police tue, c'est la police qui est tuée. Je rappelle que lors des manifestations, il y a 2 jours, il y a eu, je crois, 440 policiers blessés. C'est la police qui est visée. C'est pareil en banlieue. Je signais hier un livre, donc mon livre. Et il y a un monsieur qui est venu me voir, qui est un pompier, même pas un policier. Et il me dit, il y a des dizaines de quartiers où on ne peut plus aller. On vient éteindre des feux et on est caillassé de partout. Donc je vous dis, cette violence contre les forces de l'ordre, contre les représentants de l'État, elle est généralisée. Bon, alors, il y a une violence dans les quartiers qui existe. Il y a une violence dans les manifestations d'une frange qui existe. Ce ne sont pas les mêmes, hein.
Ah, ce ne sont pas les mêmes gens, non? Pas du tout. Ah, tout à fait. Dans les quartiers, c'est pas une histoire d'extrême gauche. Hein. Ah, tout à fait, mais ils sont, ils sont alliés, mon cher Alain Duhamel. Non, mais il faut préciser les choses et dire comme elles sont. Vous avez raison. Hein, les quartiers, c'est autre chose. Ah, vous avez tout à fait raison. La frange la plus gauchiste, bon, elle est, c'est vrai, trop souvent légitimée intellectuellement par des responsables politiques. Ça, c'est vrai. Et quand on dit la police tue, et évidemment, la police ne tue pas volontairement. Et quand malheureusement il y a un accident, ça devient heureusement un drame et un sujet de discussion. Mais franchement, l'idée selon laquelle il y aurait de la mollesse du côté gouvernemental dans l'affaire, je répète, autant il y a eu des ratages passés, autant cette fois-ci, je trouve, et j'espère que ça va continuer, qu'il n'y aura pas de dérapage d'un côté ou de l'autre, mais autant cette fois-ci, je trouve que c'est non pas idéal, parce que ça n'est pas idéal, mais que franchement, moi, quand je pense à la dernière manifestation à Paris et aux Deux-Sèvres, et la façon dont ça s'est passé, on ne peut pas dire que la police, la gendarmerie et les CRS n'ont pas fait leur boulot, parce qu'ils l'ont fait. Vous avez, sur ces plateaux de BFM TV, quand on a les discussions, on dit cette violence, on connaît le responsable de cette violence. C'est le président de la République. On a même eu l'expression, le premier des casseurs, c'est le casseur social. Il est à l'Élysée. Et donc, si la France veut retrouver son calme, Emmanuel Macron retire sa réforme et on passe à autre chose. Mais vous avez bien compris que c'était la logique révolutionnaire ou pseudo-révolutionnaire de M. Mélenchon. Il invente une espèce d'équivalence entre la violence physique et la violence sociale. Je ne dis pas évidemment qu'il n'y a pas des gens qui souffrent dans leur travail, dans leur vie de tous les jours, etc. Mais faire une équivalence entre la violence physique et ce qu'il appelle la violence sociale, c'est pour légitimer la violence physique. Et d'ailleurs, les gens autour du Suédois que je citais tout à l'heure ne disent pas autre chose. Ils disent, c'est très simple, qu'est-ce qui est le plus violent ? Faire un attentat contre un pipeline ou construire un pipeline? C'est construire un pipeline. Et donc, il faut détruire le pipeline. Non, et tout est comme ça. Vous pourriez parler d'écoterrorisme ? Je peux parler sans problème d'écoterrorisme. On est en train de vivre ça ? Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a de multiples sources de violence qui légitiment la violence. Et on a, avec Jean-Luc Mélenchon et LFI, le patron de tout ça. C'est eux qui légitiment tout cela intellectuellement, historiquement et idéologiquement. Mais revenons quand même sur Emmanuel Macron et ce quinquennat. On n'a même pas encore fêté la première année de son quinquennat. Et certains se demandent, pourra-t-il le finir, en fait ? Écoutez... On ne peut jamais écrire l'histoire à l'avance. Hein. Savoir s'il peut le finir, il faudrait qu'il y ait une situation, pour le coup, de blocage absolu, commençant après la réforme des retraites, se multipliant, etc. Disons que ça n'est pas ça le plus vraisemblable, mais on n'a pas de garantie parce qu'on est dans une situation complètement atypique. Parce que Éric Zemmour parle beaucoup de Mélenchon. C'est son adversaire normal. Non, mais c'est son copain. C'est son copain, comme il dit. Non, mais ne détournons pas l'attention. Oui. Voilà, bon, merci. Mais il y a également le Rassemblement national de l'autre côté, dont là vous avez moins parlé, mais qui est d'abord votre concurrent et un concurrent hégémonique, un concurrent hyper puissant. Et il se trouve que cette situation-là, où au sein de la Ve République, il n'y a pas du tout de majorité, mais où surtout on sait très bien que quel que soit le type d'élection qu'on utiliserait, alors pour le coup, que ce soit un référendum, que ce soit une dissolution, voire que ce soit une démission du président, de toute façon, ça ne serait pas la solution. Ça serait le problème au carré, ça serait le problème au cube, ça serait d'abord le début de la fin de la Ve en tant qu'institution, et ensuite ça serait typiquement entrer dans une période d'aventure dont il faut quand même se rappeler en permanence, et ça n'est pas Éric Zemmour qui me dira le contraire, que ça n'est pas une imagination folle ou une spéculation abstraite, parce que c'est une tradition française. La France est un pays qui a eu 15 régimes en 2 siècles parce qu'il en a mis 14 par terre. Donc il ne faut pas considérer qu'on est assis dans un fauteuil confortable, institutionnel, et qui ne bougera plus. Moi je pense que s'il y avait d'autres blocages qui s'ajoutaient au blocage actuel, aussi bien sur le plan social évidemment que sur le plan politique, s'il y avait ça, ce serait la Ve République qui serait en péril. Et alors, pour le coup, autant je trouve que Éric Zemmour, c'est sa propre philosophie, ce qui est bien son droit d'ailleurs, à propos de Mélenchon et d'autres, autant sur la Ve République, ça serait une autre affaire. Ça ne serait pas une affaire de parti, ça serait une affaire d'équilibre national.
Oui, Alain Duhamel, vous avez dit il n'y a pas de majorité. J'entends bien ce que vous dites, puisque le président et le gouvernement n'ont pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mais le problème, une majorité rétrécie. Attendez, oui, d'accord. Mais le problème fondamental, c'est qu'il n'y a pas non plus de majorité alternative. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi les gens, pourquoi le 49.3 permet de faire adopter des textes dont beaucoup de gens ne veulent pas? Parce que en vérité, il y a le Rassemblement national d'un côté qui est refusé par tous les autres. Il y a la NUPES qui est également tout seul et qui a simplement une alliance à gauche, et le LR qui se rétrécit et qui va doucement vers la mort. Donc, la vérité, c'est qu'il n'y a qu'une seule alternative, et c'est pour ça, c'est ce que j'ai proposé, et vous avez raison, tant que le Rassemblement national sera hégémonique dans ce camp-là, ça ne pourra pas fonctionner. Il ne peut y avoir de majorité alternative que s'il y a enfin une grande coalition des droites que j'appelle de mes voeux et qui permettrait enfin de réunir des gens de LR, des gens de Reconquête et des gens du Rassemblement national. Pour l'instant, ce n'est pas possible. D'abord parce que, comme je l'ai dit, ni les dirigeants du Rassemblement national, ni les dirigeants de LR ne le veulent, et surtout parce qu'ils sont embarqués idéologiquement. Et ne croyez pas que je sois obsédé par Jean-Luc Mélenchon, mais c'est ce que j'ai vu là depuis des semaines. Idéologiquement, tout le monde, du RN et même de certains LR, est embarqué idéologiquement à gauche, parce que j'appelle la nupécisation des esprits. J'ai été très frappé dans le débat sur les retraites de voir des gens du RN et même certaines personnes du LR parler comme la NUPES, avec des arguments de gauche. D'ailleurs, c'est ce que je raconte pendant la présidentielle dans le livre. Marine Le Pen déjà a parlé comme la gauche pendant la présidentielle à la fin de la campagne. Le seul à droite, c'est aujourd'hui, c'est vous, il n'y en a plus? Le seul à droite, oui, le seul qui affronte vraiment la gauche sans se soumettre à l'idéologie de la gauche, c'est moi. D'accord, mais c'est Reconquête. Avec Zemmour, c'est le seul à droite? Non, je suis passés à gauche. Sur les 5 dernières minutes, je suis d'accord sur rien. Oui, mais là, simplement sur ce qu'il dit, là, non, mais attendez, je veux pouvoir répondre. Non, parce qu'il reste 2 minutes. Justement, je vais les utiliser. Allez-y, Alain, allez-y. D'abord, l'idée de la nupéisation de la droite, non, c'est pas du tout la nupéisation, c'est de l'opportunisme politique. C'est pas incompatible. C'est de la petite politique politicienne. C'est les deux. Mais vous êtes d'accord? Mais non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Si. Ça n'a rien. Lui, il dit c'est l'idéologie, c'est la nupéisation. C'est les deux. Je dis c'est pas du tout de l'idéologie. C'est de l'opportunisme. C'est de l'opportunisme. Bon. Pour le reste, c'est vrai que dans l'abstrait, si toutes les droites pouvaient se rassembler, elles pourraient gagner. Mais l'ennui, c'est qu'elles ne se ressemblent pas du tout. Ce ne sont pas les mêmes familles. Il n'y a rien de commun entre la droite libérale qui vient de la descendance et du gaullisme et du giscardisme d'un côté, d'un autre côté le Rassemblement national, qui même s'il avance masqué et n'en reste pas moins le Rassemblement national, et vous-même, dont on voit très bien, et d'ailleurs vous au moins vous le proclamez, c'est déjà ça. On voit très bien que vous n'avez rien à voir avec une droite modérée. Et, Alain Duhamel, pas du tout. Pardonnez-moi. Regardez cette une. Vous vous souvenez Mais c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Vous vous souvenez de ces. C'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire deux choses. Un parti, Rassemblement national à droite, Stanislas Rigaud au milieu pour Reconquête et Guillaume Carayon à gauche. Pour LR. Ils se sont retrouvés au LR. Ils se sont fait engueuler. Ils se sont fait engueuler, mais ils se connaissent très bien. Ils sont copains depuis leur prime jeunesse. Et ça, c'est la première chose à répondre. Et la deuxième, il y a à Reconquête, Alain Duhamel, l'ancien numéro 2 de LR, Guillaume Pelletier. Et il y a à Reconquête Marion Maréchal. Le Pen. Donc, si vous voulez, quand je vais en province et que je vois mes fédérations de Reconquête, je leur demande à chaque fois, mais d'où vous venez? Eh bien, c'est simple. J'ai des gens qui viennent du RN parce qu'ils en ont assez que le RN abandonne toutes ses idées. Vous avez vu le dernier élu RN qui inaugure la grande mosquée dans le Vaucluse turc. Ils en ont assez. Il y a des gens de LR qui sont déçus depuis le mandat de Nicolas Sarkozy. Ils me disent tous la même chose. Et il y a des gens qui n'ont jamais pris leur carte, etc. Donc ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de points communs. Simplement, il faut faire une synthèse. Et c'est Reconquête et moi-même qui faisons la synthèse. Pour terminer. Non, mais je ne les crois pas du tout. D'abord parce que c'est vrai qu'il y a 3 jeunes qui ne représentent pas des bataillons énormes dans aucun des cas et qui se retrouvent et il y a un petit phénomène de génération marginale. Ne soyez pas dédaigneux comme ça. Ça n'a rien à voir avec la masse ni des électeurs ni des dirigeants. On est dans une situation dans laquelle l'ensemble de la droite,
hein. L'ensemble de la droite est totalement dominé par Marine Le Pen et par le Rassemblement je vais vous donner national. le mot de la fin, Alain Duhamel. Est-ce que l'avenir d'Éric Zemmour, vous y croyez justement? Parce qu'il dit qu'il n'a pas dit son dernier mot, ça c'est une chose, on peut lui faire confiance, mais son avenir politique. Eh bien, je vous promets de vous donner la réponse après les élections européennes. Parce que ça sera pour lui le moyen de savoir s'il existe encore ou pas, s'il passe la barre des 5%, donc de la représentation parlementaire, si lui-même y va ou non. Lui, son heure de vérité, la prochaine heure de vérité pour lui, c'est ce moment-là. Vous serez candidat aux européennes sur la liste? Je ne sais pas encore, je n'ai pas décidé. Mais vous savez, même que je sois tête de liste ou que je ne sois pas tête de liste, je ferai campagne. Et en 2027? Ah, c'est autre chose. Vous allez y aller? En principe. Vous êtes en principe, vous êtes très jeune. Mais non, mais vous l'avez dit, en je suis un gamin. Oui. Merci Éric Zemmour. Merci à vous.